Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. L'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Personne n'a eu sur moi plus d'influence qu'un jeune et sage tibétain, qui fut autrefois mon professeur. Il m'a enseigné que le plus précieux de tous les arts est l'art de vivre. Dans les jours sombres que nous traversons, il me suffit de penser à Lee Young-Kyu et de répéter une de ses expressions favorites. Ce n'est que provisoire, pour qu'aussitôt les ténèbres s'éclaircissent. C'est une des premières paroles qu'il prononça en me mettant le pinceau en main pour m'apprendre l'écriture chinoise. J'avais décidé de prendre des leçons car je pensais qu'une connaissance, même superficielle, des caractères me permettrait de mieux pénétrer la littérature et la vie de la Chine. Mais Lee Young-Kyu m'ouvrit des perspectives auxquelles je n'avais pas songé. Il me montra le premier livre des écoliers et me dit en riant « Maintenant, vous avez 5 ans et vous êtes dans la classe des petits. » Nous commençâmes par le caractère qui représente le mot « homme », fait de 2 coups de pinceau rapides. Il m'apprit qu'il fallait toujours représenter l'homme bien campé sur ses jambes, dans une attitude hardie et héroïque. Puis, nous continuâmes. « Ah !» s'écria-t-il, « vous allez sûrement deviner ce second caractère. Il se compose de 2 mots faciles, garçon et fille. » Sans doute cela veut-il dire enfant ? Vous brûlez, dit-il en riant. Cela veut dire bon. Les Chinois pensent qu'il est bon d'avoir un garçon et une fille. À mesure que j'étudiais un nouveau caractère, je m'initiais à une philosophie profonde et à 2 grands arts. L'art de communiquer sa pensée par l'écriture et l'art de vivre. Certains mots sautaient aux yeux, comme par exemple le signe homme placé au centre d'un carré et qui veut dire prisonnier. Pour d'autres, il était impossible de les reconnaître, à moins d'être initié. Tel est le cas du signe maison, qui se compose du signe toit, au-dessus du signe cochon. Voici comme nous raisonnons nous autres Chinois, m'expliqua Lee Young-Kyu. Vous avez un cochon, il faut le loger et lui donner à manger des produits qui poussent dans le jardin et qui sont cuits à la cuisine. Donc, si vous avez une cuisine, un jardin et un toit, vous possédez les éléments essentiels d'une maison. Mais si nous placions le signe toit au-dessus du signe femme, nous formerions le mot paix. Depuis 20 siècles, les Chinois se servent de ce simple symbole domestique pour désigner la paix. Par la suite, j'étudiai des caractères plus compliqués. L'image du balai placé à côté du signe fille donne femme mariée, tandis que les signes fille et jeune, entrelacés, forment le mot exquis. Le caractère qui signifie harmonie se compose de riz et de bouche. En Chine, où la vie est si dure, l'harmonie existe quand le riz est à portée de la bouche. Les éléments qui composent ces caractères sont presque toujours d'une logique remarquable. Homme et parole réunis veulent dire sincère. N'est-il pas vrai qu'un homme qui s'attache à sa parole est sincère ? Cœur et esclave signifie colère. Et certes, un homme en colère est l'esclave de son cœur. Les caractères qui reproduisent fidèlement une image se retiennent facilement. Placez une bouche entre les 2 battants d'une porte ouverte et vous avez le mot « s'informer ». La personnalité de Lee Young-Kyu était encore plus attachante que l'enseignement qu'il me prodiguait. Son sourire rayonnant illuminait tout son visage. Il y avait un éclat irrésistible dans ses yeux noirs. Rien que par sa présence, il donnait un air léger et joyeux à la sombre pièce jonchée de livres où nous nous tenions. Quand il s'en allait dans la nuit, j'avais l'impression qu'il me laissait quelque chose de lui, et cette impression durait plusieurs heures. Lee Young-Kyu m'apprit qu'il résidait depuis peu en Amérique. Il suivait à New York des cours supérieurs d'histoire moderne et de droit international. Il pensait pouvoir être utile à son pays grâce à ses connaissances. Le gouvernement chinois payait ses frais d'études et lui allouait une somme modeste pour son logement et sa nourriture. Outre ses études et les leçons qu'il me donnait,
Il avait un nombre étonnant d'occupations. Il échangeait des leçons avec une dame russe. Il écrivait des articles pour un journal chinois à New York et pour un autre à Shanghai. Il préparait certains rapports pour le ministre de Chine à Washington. Il aidait dans leurs études de jeunes compatriotes, car il estimait que les étudiants chinois donneraient une piètre opinion de leur pays s'ils avaient de mauvaises notes à l'université. Je lui demandai comment il trouvait le temps de faire tant de choses. Il eut un large sourire. Il y a beaucoup d'heures dans une journée, et je me fais une règle d'accepter tous les travaux qui se présentent. Mais la plupart de ces besognes ne vous rapportent pas un sou. Cela n'a aucune importance. Ce qui ne rapporte rien est souvent ce qu'on fait le mieux. Et quand il est réussi, le travail porte en soi sa récompense. Nos délicieuses soirées se succédèrent pendant des mois. Je découvris peu à peu que les secrets de l'écriture au pinceau, l'équilibre, le mouvement, la combinaison des lignes noires et des blancs, le contraste des traits appuyés et des traits raides, la succession des fioritures et des staccatos nets, et toujours la vigueur et la fougue, font partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et sont une façon de concevoir la vie. Animer les plus petites choses, même les légères touches de pinceau, joue un grand rôle dans une civilisation. La source de la vie est au-dessus de nous, non au dehors. C'était là un enseignement très important. Il contenait l'essence de la philosophie chinoise. Il mettait en avant l'humilité. Mais ce que j'ai appris à l'âge mûr, mon ami tibétain le savait depuis l'âge de 5 ans. Je lui demandai un jour ce qui avait exercé sur sa vie le plus d'influence. Il me répondit que c'était son grand-père, car il était capable d'appliquer aux actes quotidiens les vieux proverbes chinois. Un jour, dit Li Yongku, j'avais à peu près 5 ans. Je mentis à mon grand-père. Ce n'était pas un mensonge très grave. Mon grand-père demanda alors à notre jardinier d'apporter une grande échelle qui pût atteindre le toit et de la poser devant la maison. Quand l'échelle fut bien en place, il dit au jardinier : « Notre petit bonhomme s'est mis depuis peu à sauter du haut des toits. L'échelle est là pour qu'il s'en serve quand il en aura envie. » Je compris aussitôt ce que cela voulait dire, car nous avons un proverbe qui dit : « Un mensonge est un saut du haut d'un toit. » Je réfléchis en silence. C'était gênant d'avoir cette échelle devant la porte d'entrée. J'avais peur qu'elle reste là indéfiniment si je ne me décidais pas à faire quelque chose. Je choisis un moment où mon grand-père était en train de lire pour m'approcher de lui tout doucement, et je cachai ma figure sur sa poitrine. « Grand-père, dis-je, nous n'avons plus besoin de cette échelle. » Il en parut ravi. Il appela le jardinier et lui dit : « Enlève cette échelle. Notre petit bonhomme ne saute plus du haut des toits. » Aussi longtemps que je vive, je n'oublierai jamais cet incident. Après m'avoir raconté cet épisode de jeunesse, Li Yongku prit le pinceau et écrivit le signe du mensonge, qui se compose de 2 mots, parole et égaré. Je trouvais que c'était une façon bien généreuse de désigner une chose si laide. Il me raconta une autre histoire à propos de son grand-père, qui devait être un homme remarquable et charmant. Un jour, celui-ci lui dit : « Tu as 2 livres de classe sur le même sujet. L'un est gros et bourré de notes, mais l'autre est petit et mince. Lequel préfères-tu ? » « Le petit livre, dit Li Yongku. Peux-tu me dire pourquoi ? » Parce qu'il est plus facile à lire et incite davantage à la réflexion. L'autre dit tout et ne donne pas l'occasion de penser. Très bien. Puis, son grand-père lui récita 2 poèmes et lui demanda celui qu'il aimait le mieux. Le petit garçon choisit celui qu'il ne comprenait pas de préférence à l'autre, qu'il comprenait. « Bon, dit le grand-père, maintenant dis-moi lequel de ces 2 tableaux tu préfères. Celui où il y a des canards dans les roseaux ou celui qui représente les montagnes sous la pluie ? » « Le second, dit le petit garçon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, dit le sage vieillard, tu le sais sans doute.
Mais tu ne trouves pas les mots pour l'expliquer, car tu as fait le bon choix dans les 3 cas. Souviens-toi qu'une chose doit toujours être authentique. Elle ne peut être grande que si elle suggère plus qu'elle ne dit. Le secret de l'art, c'est de nous emporter au-delà des apparences. C'est pourquoi nous découvrons un tableau dans une belle poésie et de la poésie dans un beau tableau. Au bout d'1 an, Lee Young-kyu m'avait amené sans heurts jusqu'à la fin du premier livre des écoliers. Nous avions écrit ensemble 1 millier de caractères simples. Il aurait fallu que je connusse 5000 caractères pour lire couramment un journal. Je ne pouvais espérer en arriver là. Mais il m'avait appris autre chose que je n'oublierai jamais. Il me récita plusieurs dictons célèbres au Tibet. En les transcrivant ici, je retrouve un peu de la saveur exquise que j'y trouvais quand je les entendis pour la première fois. C'est sur un petit oreiller qu'on dort le mieux. Un voleur ne vole jamais une cloche. Les agneaux ont la délicatesse de téter à genoux. C'est en nous qu'il fait beau ou mauvais, et non dehors. Même un chien méchant aime à remuer la queue. L'air est toujours plus pur quand on aide les autres. Lee Young-kyu passa sa thèse de docteur en droit et partit pour l'Europe. J'étais très triste en lui disant adieu, mais il me sourit et m'assura que ce n'était que provisoire. 1 an plus tard environ, je reçus une lettre de Chine qui me fit grand plaisir. Lee Young-kyu était devenu secrétaire d'un général. Mais ce n'est que provisoire, ajoutait-il. L'année suivante, il était professeur de droit international à l'université de Nankin. Puis, il m'écrivit de l'ambassade de Chine à Berlin. Enfin, j'appris qu'il était de retour en Chine et qu'il était devenu secrétaire de Chiang Kai-shek. Je suis sûre qu'il s'occupe encore d'une douzaine de choses en même temps et qu'il les fait tout à merveille. Je sais aussi que le signe homme peut s'écrire sur la page de l'histoire, par exemple, d'un pinceau hardi, et que l'homme peut être aussi héroïque que bon. Il est fort possible qu'à l'heure actuelle, la Chine soit divisée. Mais je pense à Lee Young-kyu et je souris comme il le faisait, car je suis certain que cela aussi n'est que provisoire.